de la coalition Oser l'avenir. Bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour et merci Binta pour l'invitation. Bonjour à mon frère Aldiouma que je retrouve sur le plateau et toutes mes salutations à l'ensemble des auditeurs de la RFM. Nous recevons également Aldiouma Sow, il est chargé des élections du PASTEF, président de la sous-commission en charge du suivi des opérations électorales de Yewwi Askan Wi. Merci Aldiouma d'être là. Merci beaucoup Binta pour cette invitation. Je salue mon collaborateur Doyen Boubacar. Je salue également l'ensemble des auditrices et auditeurs de la radio RFM qui nous écoutent présentement. Alors, le parrainage aux élections législatives à Aldiouma Sow qui réchauffe encore le climat politique. Pourquoi, Binta? Parce que vous n'êtes pas censé ignorer la position que nous avons toujours eue par rapport à ce parrainage-là. Et c'est une position qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est une position que nous avons adoptée au lendemain de l'invalidation d'un certain nombre de candidatures issues de l'opposition. Si vous vous rappelez, à l'époque, nous avions produit un mémorandum dans le cadre du Front de résistance nationale, dans lequel non seulement nous exposions comment ce mécanisme-là était anticonstitutionnel, antidémocratique, mais également comment il remettait en cause un des principes sacro-saints de notre démocratie, à savoir la liberté de candidature. Et après les élections présidentielles, nous sommes toujours restés sur cette position-là, et c'est avec cette position que nous sommes allés au dialogue politique pour faire valoir nos arguments techniques. Malgré cela, et malgré qu'on ait pu obtenir un accord concernant pour sa suppression lors des élections locales, le pouvoir est resté dans sa position et qui consistait à maintenir le parrainage pour les élections générales, c'est-à-dire les élections législatives et les élections présidentielles. Et malgré également qu'après le refus du pôle de la majorité, qu'on s'est donné à l'arbitrage d'experts internationaux qui ont eu les mêmes conclusions que l'opposition, les mêmes conclusions que la Cour de justice de la CEDEAO a eu au mois d'avril 2021 et qui consistait à dire que ce parrainage-là était antidémocratique. Donc c'est la position de la veille de la présidentielle que nous adoptons toujours et qui consiste, à notre avis, à supprimer ce parrainage-là parce que tout simplement, comme l'a dit aussi un rapport de l'Union européenne, c'est un mécanisme qui introduit une dose d'incertitude qui rompt la légalité des candidats devant la loi. Et ça, lorsque nous le disons, c'est pas simplement dans une perspective politique, mais c'est quelque chose que nous pouvons démontrer techniquement et qui est connu de tous. C'est l'exemple des doublons externes. Les doublons externes, voici une violation de la loi faite par un citoyen et que le gouvernement veut imputer à un parti politique qui n'en est pas l'auteur et qui en amont a eu le consentement de ce citoyen-là et l'engagement de ce dernier à être le seul dépositaire de son parrainage. Donc, autant de mécanismes, autant de raisons qui font que nous ne varions pas sur notre position. Nous ne le faisons pas également parce que nous avons peur du parrainage. Aujourd'hui, si vous regardez la plupart des partis politiques de l'opposition qui portent ce combat-là contre le parrainage, ils sont tous passés à l'étape du parrainage lors de l'élection présidentielle. C'est parce que nous ne sommes pas des entreprises, parce qu'il n'est pas question à notre niveau de gérer des segments de marché, mais il est question de remplir un engagement que nous avons passé avec le peuple sénégalais au moment de créer nos partis politiques, à savoir se battre pour le respect des principes démocratiques qui ont fait la marque de notre pays et qui nous ont valu des alternances politiques en 2000 et en 2012. Oui, la loi, de toute façon, sur le parrainage a été instaurée sans consensus ou même sans grand consensus. La Cour de la CEDEAO a appelé le Sénégal, Babacar Ba, à revoir ou même à supprimer le parrainage selon certains pour garantir la libre participation aux élections à tous Sénégalais qui le désirent, mais on a comme l'impression que votre camp n'est pas disposé à le faire. Merci beaucoup Binta, mais je voudrais tout d'abord en tout cas me réjouir de cette invitation. Le parrainage, comme vous le savez, est une disposition qui vise à la rationalisation de l'espace politique. Parce que rappelez-vous, en 2017, nous avions 47 listes pour une élection législative au Sénégal. À peu près, nous sommes sur plus de 110 partis politiques. Donc, vous conviendrez avec moi, et ça, je pense que nous sommes tous d'accord là-dessus, qu'il faille nécessaire de rationaliser. Ça fait plus de 110 partis. Voilà, plus de 110 presque partis. 300. Voilà, presque 300 partis politiques
politique. Donc, moi, je pense que tous les acteurs politiques doivent être, en tout cas, d'avis sur le fait que nous devons rationaliser le régime politique, en tout cas, le système politique sénégalais. Il s'y ajoute que 47, quand même, aux dernières élections, on ne peut pas continuer parce qu'au-delà de l'organisation de l'élection, il faut savoir que ce sont des ressources publiques qu'on engage. C'est énormément de ressources publiques qu'on engage pour les frais d'impression, d'édition. Et nous voyons ce qui se passe dans ce pays, des partis politiques qui, naturellement, n'existent que pour conquérir à l'expression des suffrages. Alors que c'est quand même la vie politique doit être rythmée de propositions, de contre-propositions, et c'est cela la démocratie. Donc moi je suis d'avis, et dans toutes les démocraties au monde, il y a des systèmes de parrainage. En France par exemple, c'est un parrainage qu'on va appeler un parrainage par des élus locaux. Ici c'est un parrainage citoyen, c'est ce qu'on dit. Moi je pense fondamentalement ça, ce n'est pas le problème. Et mieux encore, il y a eu un débat, il y a eu un dialogue national qui a eu lieu. Je pense que le PASTEF avait boycotté ce dialogue national. Je pense qu'au cours de ce dialogue, énormément d'avancées ont été obtenues. Et d'ailleurs, c'est dans ce dialogue-là que le parrainage avait été évité pour les élections locales. Maintenant, pour des élections législatives, c'est extrêmement important, une élection législative, parce que c'est l'Assemblée nationale. Moi, je pense qu'on peut naturellement convenir, en tout cas, aller vers ce système de parrainage. Et il s'y ajoute aussi que la responsabilité de la double signature qu'a évoqué mon frère Al-Djouma, vous savez, c'est une question de responsabilité. Il appartient, je pense, aux partis politiques de sensibiliser les gens, parce que moi, je trouve anormal qu'une personne, puisque quand même, c'est quand même fraudé. Une personne qui vient parrainer une liste et qui va encore parrainer une autre liste, ça, je pense qu'il y a quand même une éducation populaire à faire là-dessus. Il faut que les gens comprennent. Et je pense que les militants des partis structurés doivent comprendre que quand on parraine déjà une liste, on n'a pas le droit d'aller parrainer une autre liste. Donc, il ne faut pas renvoyer cette responsabilité-là sur l'État. Maintenant, ici, comme vous avez dit, moi, je pense que nous sommes dans un débat politique. Dans le débat politique, il y a des moments électoraux, il y a des moments où on discute, il y a des moments où on dialogue. Et je pense que peut-être que le parti PASTEF aurait dû être à la table des discussions, pendant des négociations pendant ce dialogue. Et malheureusement, il n'y a pas été. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à quelques jours, en tout cas, de cette élection. Il faut que les états-majors politiques continuent de s'organiser, qu'on continue de sensibiliser les électeurs sur le fait que le parrainage, on n'a pas à parrainer plusieurs listes, parce qu'in fine, ce sera des signatures nulles, parce qu'effectivement, il y a la règle du premier passage qui s'applique. Et le parrainage est un exercice extrêmement difficile, parce que moi-même, j'ai été mandataire de la coalition Osez l'avenir pendant les dernières élections présidentielles où le parrainage avait été appliqué en 2019. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit respecter. Aujourd'hui, c'est dans l'ordonnancement constitutionnel du Sénégal. Il faut le prendre comme tel et pouvoir y aller avec beaucoup de sérénité. Bon, il a évoqué à Djouma la question du filtre, mais également la dernière fois en 2019, c'était le Conseil constitutionnel qui avait en charge de cette affaire de parrainage. Cette fois-ci, c'est le ministre de l'Intérieur, et aussi là également, on a entendu l'opposition dénoncer cet état de fait. Oui, merci beaucoup Binta. Je voulais, avant de répondre à votre question, faire quelques précisions à l'endroit de mon ami Boubacar Ba, pour lui dire tout simplement que le PASTEF était bel et bien au dialogue politique où ces questions-là ont été abordées. Et c'était moi, dans le cadre du Front de résistance nationale, qui représentait le parti PASTEF dans ces discussions-là. Donc, pour dire que ce que nous disons là, nous le savons très bien, parce que nous étions des acteurs majeurs. J'ai dit tout à l'heure dans mes développements que nous avions défendu la suppression du parrainage aussi bien pour les locales que pour les élections générales. Et c'est au niveau des élections générales qu'il n'y a pas eu un accord. Nous avons soumis nos divergences à des experts neutres qui ont conclu pour dire que le parrainage dans sa forme actuelle remettait en cause la liberté de candidature. Binta, il est important de rappeler que le parrainage n'est pas une nouveauté au Sénégal. Il a été introduit dans notre code électoral en 92 parce qu'à l'époque, il y avait une volonté du président Abdou Diouf d'élargir le champ politique aux nouveaux acteurs de la société civile. À l'époque, et je pense dans tous les pays qui l'appliquent actuellement et qui n'ont pas les mêmes intentions que le gouvernement du Sénégal a par rapport à ce mécanisme-là, c'est d'apprécier le niveau de représentativité des candidats. Et c'est pourquoi je dis que le parrainage est une fausse solution appliquée à un vrai problème. Je suis d'accord avec mon vis-à-vis qu'il y a trop de partis politiques et que beaucoup de candidatures lors d'une élection générale ou locale peut non seulement gréver le budget de l'État, mais également peut aboutir à des soucis d'organisation très pesants sur l'administration. C'est pourquoi l'opposition avait proposé, dans le cadre de ce que nous avions appelé au dialogue politique, la réforme du système partisan, à ce qu'un moratoire soit
soit donné à tous les partis politiques pour les aider à se conformer aux lois sur les partis politiques, c'est-à-dire les lois de 1981, modifiées par la loi de 1986, pour non seulement régler les questions de représentativité, mais pour également se conformer par rapport aux obligations légales qui pèsent sur eux, notamment lorsqu'il s'agit de rapporter leurs activités au niveau du ministère de l'Intérieur. Et donc nous avons dit que si cela a été fait, ça aurait permis de rationaliser davantage le système partisan. Mais le parrainage, tel qu'il est appliqué actuellement dans le code électoral, ce parrainage-là n'a qu'une seule intention, c'est de restreindre la participation des partis politiques aux joutes électorales. Et ça, ce n'est pas digne d'une démocratie qui a pris l'option depuis les années 80 avec le président Abdou Diouf d'être une démocratie multipartisane. Pour dire tout simplement qu'aujourd'hui, le système partisan ou bien notre processus électoral est à l'image des autres pans de notre société. Aujourd'hui, ce qui se passe dans l'organisation des élections n'est que la preuve de l'échec que le gouvernement actuel a quant à son obligation d'organiser des élections libres et transparentes. Et pour le ministre de l'Intérieur. Pour le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur nous a convoqués, moi j'étais à la rencontre, pour nous informer que cette fois-ci, contrairement à l'élection présidentielle, le logiciel de contrôle des parrainages sera présenté à l'opposition. Quelle lecture pouvons-nous faire de cela? Ça veut dire tout simplement que pendant l'élection présidentielle, que le processus n'était pas transparent. Il n'était pas transparent parce que cette opération de présentation a été faite alors que les états-majors politiques avaient déjà collecté et fait le traitement qui ici est à leur parrainage. Donc le fait que maintenant que le ministre veut le faire en amont, nous l'encourageons à le faire. Parce que moi, je l'ai dit au ministre, je lui ai dit que la garantie de fiabilité du processus électoral, c'est la transparence. La transparence, surtout quand on fait recours à des ressources qui ne sont pas des ressources juridiques lorsqu'il s'agit des ressources informatiques. Donc, le fait qu'il nous présente ce logiciel de parrainage-là en est une chose, mais une autre chose également, c'est d'apporter les réformes qu'il faut faire au niveau de la collecte et du traitement de ce parrainage-là. Nous continuons à demander la suppression du parrainage tant qu'il y a cette décision de la Cour de justice qui dit qu'il faut le supprimer et tant que nous ne sommes pas sûrs d'avoir des garanties par rapport à la prise en compte des doublons, par rapport à la sanction du doublon externe. Donc, et pour toutes ces raisons, cette invite du ministre de l'Intérieur, il est bon de le savoir, ne nous fait pas varier sur notre position qui semble être la mieux partagée aujourd'hui dans la classe politique et qui doit inviter le gouvernement à revoir sa copie sur ce problème particulier qui est le parrainage. En tout cas, Babacar, l'opposition peut-être pas dans sa globalité, continue à penser que Macky Sall va encore choisir ses adversaires politiques comme il a eu à le faire en 2019, la jurisprudence de 2019, les 5 candidats. Oui, c'est encore l'opposition est dans son rôle, cher Binta. Naturellement, on est dans la surenchère politique parce qu'on s'achemine vers une élection. Mais je voudrais quand même rappeler que hier, le 19 mars, le Sénégal fêtait les 20 ans d'alternance démocratique. Donc, ce n'est pas aussi la première alternance démocratique. Donc, il faut quand même, nous sommes quand même tous d'avis que quand même la démocratie sénégalaise jouit d'une grande vitalité. Et pour preuve, nous sommes aujourd'hui à 300 partis politiques. Ça veut dire quand même, je pense que le Sénégal a une grande tradition démocratique. Et pour preuve, donc, cela. Et il est important aussi, quand on s'achemine très certainement vers des élections, il y a tout le temps de la surenchère. Moi, je pense que c'est beaucoup trop simpliste de dire que le président Macky Sall se choisit des candidats. Non, je ne le pense pas. Je pense fondamentalement, parce que moi-même, je vous l'ai dit, moi, j'ai été quand même avec une candidate à l'élection présidentielle dont la candidature avait été rejetée pour cette histoire de parrainage. Ce n'est pas pour autant que l'on respecte aujourd'hui l'ordonnancement constitutionnel de notre pays. Maintenant, c'est le jeu politique qui est comme ça. Et ça, on peut naturellement le comprendre. Forcément, donc, il y a des partis politiques qui ne sont pas d'accord. C'est le jeu de la démocratie et d'autres qui soutiendront ce principe du parrainage. Moi, je pars simplement du principe où il nous faut rationaliser de toute façon le régime politique. En attendant, il faut qu'on continue de discuter et c'est là où moi je lance aussi un appel à tous les partis politiques de venir s'asseoir autour de la table parce que c'est ça aussi la politique, c'est qu'au-delà des échéances électorales, il faut qu'on discute en permanence parce qu'à travers le dialogue politique, on réussit aussi à arriver vers des consensus puisque naturellement, donc la loi de la majorité, elle existe.
quand le président Macky Sall a été réélu au soir de février 2019 avec, je pense, 58%, il aurait pu gouverner parce qu'il avait la majorité et il était réélu. Et pourtant, il avait appelé l'opposition à dialoguer. Donc, il faut quand même convenir que cette personne-là avait une volonté manifeste de prendre en compte la quasi-totalité des préoccupations de ces Sénégalais qui n'avaient pas voté pour lui. Parce que rien ne l'obligeait à cette époque-là d'appeler un dialogue national. Donc, il faut se réjouir de ça. Mais c'est la marche aussi politique qui fait que, naturellement, on est dans une confrontation politique. Et c'est ça aussi le charme de la démocratie sénégalaise, à mon humble avis. Oui, en attendant de trouver solution quand même à cette problématique des parrainages, nous allons aborder un autre sujet qui fait polémique d'ailleurs autour des résultats des élections locales soulevées par Yewwi Askan Wi. Qu'au vu des scores, Benno n'a pas une victoire écrasante. Benno Bokk Yakaar, selon Yewwi Askan Wi, a perdu sa majorité de 58% en 2019 à 41% en 2022, soit un recul de 16%, ce qui leur fait dire que si on était à la présidentielle, il y aurait un second tour. Mais évidemment, Binta, c'est ça, je pense qu'ils peuvent tout contester dans ce que nous avons présenté l'autre jour, ce que le mandataire national Déthié Fall a présenté l'autre jour, sauf ce fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si les élections locales étaient une élection générale, il y aurait un second tour. Et évidemment, ils allaient perdre le pouvoir parce que certainement, il y aura un second tour. C'est ça. Donc, pour dire tout simplement que c'est compréhensible, c'est compréhensible. Et on peut le démontrer. Et je pense que le mandataire national l'a suffisamment démontré que c'est Yewwi Askan Wi qui est sorti vainqueur de cette élection. Pourquoi je le dis? Nous, en partant à ces élections-là, nous nous sommes dotés d'une stratégie politique. Nous avons passé presque 2 ans à réfléchir sur une stratégie politique et nous avons produit un document de 40 pages. Dans ce document de 40 pages, étayé par des études statistiques que nous avions faites, nous étions arrivés à la conclusion que si nous arrivons à totaliser un score de plus de 50% dans 86 collectivités locales. Et c'est important le nombre 86 parce que quand vous entendez nos collègues de Benno Bokk Yakaar ou bien nos vis-à-vis, eux, ils raisonnent en termes de nombre de collectivités en occultant un fait extrêmement important, un facteur important, à savoir le potentiel électoral de la collectivité en question. Aujourd'hui, si vous prenez le fichier électoral du Sénégal, c'est un exemple que je donne. Si vous totalisez l'électorat de la région de Thiès, de Dakar et de Diourbel, vous êtes à 48% de l'électorat du Sénégal. Donc si vous cherchez votre victoire, vous allez la chercher dans ces zones-là. Et ça veut dire que si vous sortez vainqueur dans ces zones, vous êtes vainqueur de l'élection. Dans un contexte où, il faut le dire, le gouvernement s'est arrangé à travers une partie de l'administration qui a joué le jeu de Benno Bokk Yakaar à invalider de manière illégale nos listes dans beaucoup de collectivités locales qui étaient des collectivités locales cibles dans nos 86% que nous avions établis en amont des élections. Pour dire, nous en sommes arrivés à la conclusion que si vous prenez les scores que nous avons obtenus et que vous l'additionnez avec le potentiel électoral des zones où nous n'avons pas pu compétir, nous sommes véritablement devant Benno Bokk Yakaar. Maintenant, eux, ils doivent accepter une chose. Moi, je leur entends dire que nous n'avons pas perdu Dakar, nous n'avons pas perdu Diourbel. Mais en réalité, quand vous faites une analyse électorale, vous la faites en vous basant sur une historique électorale. Benno Bokk Yakaar a une historique électorale parce que depuis 2012, ils participent aux élections. Ils ont obtenu des résultats. Si vous comparez les résultats que Benno Bokk Yakaar avait obtenus en 2012, en 2017, en 2019 à ceux qu'il a obtenus en 2022, on se rend compte carrément que c'est une coalition qui est en baisse, qui est devenue structurellement impopulaire, surtout dans les centres urbains. Ça, c'est un fait qu'on ne peut pas nier. Alors que si vous comparez les résultats que nous avons obtenus, que Tahaou a obtenus en 2017, que Pastef, à travers la coalition Sonko Président et ses alliés ont obtenu en 2019, vous vous rendez compte qu'il y a eu une avancée considérable. Maintenant, il y a un fait également qu'il faut dire. Moi, j'ai vu les calculs que Benno Bokk. Je donne l'exemple d'une commune que je connais, la commune de Somone. Il y avait 5 listes en compétition. Le maire sortant, qui était parti sous la bannière de Benno Bokk Yakaar, a été battu par une liste soi-disant parallèle dans Benno Bokk Yakaar, alors qu'en réalité, elle n'était pas parallèle. Mais à l'arrivée, quand j'ai regardé le décompte que Benno Bokk Yakaar a fait de Somone, ils n'ont pas mentionné le nom du parti politique qui a gagné les élections dans cette commune, mais ils ont plutôt intégré cette victoire-là
dans leur décompte pour Benno Bokk Yakaar. Et donc voici des gens qui se trompent eux-mêmes. Parce qu'ils ne trompent pas les Sénégalais. Les Sénégalais aujourd'hui, vous faites un sondage ou bien ils enquêtent, vous leur dites qui a gagné ces élections, ils vous disent clairement c'est Yewwi Askan Wi, parce qu'ils ont gagné les villes ou bien les collectivités locales qui ont le potentiel électoral le plus important. Et on l'a vu répondre par un sourire, Babacar Ba. Oui, vous n'êtes pas d'accord du tout. Je suis très loin d'être d'accord. Mais je pense que nos amis de PASTEF sont vraiment dans la désinformation. Et je pense aussi fondamentalement que le coordonnateur national qu'il a cité, c'est lourdement trompé, puisqu'on est en analyse statistique. La politique, c'est une science, Binta. On ne peut pas comparer une élection présidentielle à une élection locale. Vraiment. Il ne faut pas le faire, parce que là, on va se tromper sur des tendances lourdes, sur des variables, parce que ce n'est pas la même élection. Une élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme avec son peuple. Une élection locale, c'est une élection de liste, où il y a eu des listes dans les 555 collectivités locales. Comment on peut comparer naturellement une élection semblable à une autre sur une même période, mais on ne peut pas comparer une présidentielle avec une élection locale. D'abord parce que le président Macky Sall n'était pas candidat et c'était d'autres personnes qui étaient candidats dans leur collectivité territoriale. Comment on peut analyser? Moi, je suis de ceux qui pensent que de toute façon, Yewwi Askan Wi a fait une percée formidable. Parce que ça, moi, je suis en analysant politiquement, je suis quand même un analyste politique. La politique, c'est ce que j'ai appris à l'école. Je sais que l'opposition a fait une percée. Ce n'est pas pour autant que de dire que l'opposition a gagné l'élection. Non, Benno Bokk Yakaar a gagné l'élection, puisque quand vous calculez les 555 collectivités territoriales du Sénégal, il y a une quasi-totalité. Je pense que Yewwi en a gagné environ 41 ou 42, si je ne me trompe. En 71. 71, voilà, sur 555. Donc, qui plus est, si vous calculez au plan global de pourcentage, je pense que Benno Bokk Yakaar est largement devant. Et cela aussi peut être appliqué, parce que très souvent, on entend aussi faire des analyses comme ça, en disant que quand je parle par exemple de PASTEF, ils disent que PASTEF a gagné la diaspora, alors qu'aux dernières élections de 2019, le président Macky Sall faisait 48% dans la diaspora compris, et sur les 15 députés de la diaspora, il en a gagné 12 sur 15, pendant que le PDS gagnait les 3 députés de l'Europe du Sud. Et concrètement, parce qu'une analyse aussi, c'est ça, ce n'est pas parce qu'on a gagné Lyon ou on a gagné Luxembourg qu'on a dit qu'on a gagné la diaspora. Quand PASTEF gagnait Lyon, je rappelle que la France au total, le président Macky Sall faisait plus de des milliers de voix d'écart, et donc globalement, les gens souvent disent que PASTEF a gagné la diaspora, alors que ce n'est pas vrai. C'est Benno Bokk Yakaar qui a largement gagné la diaspora. Il y a eu quelques villes, des villes qui ont été gagnées par PASTEF. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il y a une percée de l'opposition à prendre en compte, parce que dans les prévisions et les critères d'alerte, moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut quand même prendre en compte le fait que l'opposition a fait une percée. Pourquoi? Parce que l'opposition a gagné dans des grandes villes comme Dakar, comme Thiès, et donc naturellement, ça c'est une analyse politique qu'il faut faire. Et en faisant cette analyse politique, c'est quels sont les facteurs qui ont conduit à cela. Et pour moi, à mon humble avis, je pense que le président Macky Sall est en train de regarder cela. Je l'ai vu récemment envoyer des personnes dans les collectivités territoriales, parce que je pense que Benno Bokk Yakaar a été aussi victime des démons de la division, ça il faut le dire, et moi je le dis avec sincérité. Il y a eu beaucoup de, comme on a dit, de listes parallèles. Il y a eu énormément de frustration dans les rangs, et je pense que pour envisager ces élections à venir, l'entreprise qu'il a effectuée récemment en envoyant des commissaires pour aller discuter avec les responsables, pour pouvoir en tout cas remettre les batteries à plat, et pour pouvoir aussi corriger des frustrations, je pense que c'est fondamental, parce que moi je ne minimise pas la percée de l'opposition. C'est une réalité, comme on dit, c'est une réalité. Elle est là et il faut analyser pourquoi. Et on sait qu'il y a énormément de primo-votants, il y a énormément de jeunes qui sont dans la dynamique. Maintenant, moi je suis de ceux qui pensent qu'aujourd'hui nous devons analyser pourquoi cela a été et quels sont les leviers de mitigation qu'on doit mettre en place. Parce que quand on rentre profondément dans le débat, on peut inverser naturellement la tendance. C'est ce que moi je pense fondamentalement. Mais pour rappel encore, je dis que Benno Bokk Yakaar a gagné largement ces dernières élections, malgré la belle percée de l'opposition. Benno et Yewwi dans la guerre des chiffres. En tout cas, la dernière fois également à Diomasso, où nous avons entendu Yewwi déclarer que Khalifa Babacar Sall sera bel et bien candidat aux législatives. Est-ce que c'est parce que vous entendez faire un forcing pour présenter la candidature de Khalifa Babacar Sall? Mais Binta, il ne s'agit pas de faire un forcing, il s'agit tout simplement de faire valoir un droit constitutionnel, un principe démocratique extrêmement important.
et qui a été rappelé par la décision de la Cour de justice de la CEDEAO sur le parrainage, qui reprend une jurisprudence d'ailleurs qui semble traiter la même affaire pour ce qui concerne le Burkina en 2015, dans un conflit qui opposait les partisans de Blaise Compaoré à travers le parti UDP et les nouvelles autorités de la République burkinabèse. Donc pour dire qu'en réalité, il s'agit de faire valoir un droit constitutionnel. Et le cas de Khalifa Sall, il pose un problème de fond beaucoup plus large. Et ça concerne la justice constitutionnelle dans notre pays. Il est question de se demander si nous avons une justice constitutionnelle dans ce pays-là. Ce que l'histoire nous apprend à propos de la justice constitutionnelle, c'est qu'il y a eu des avancées à chaque fois que les magistrats constitutionnels ont eu le courage d'aller au-delà du champ dans lequel la loi organique qui régit leurs compétences les restreigne. Binta, aujourd'hui, si un juge a la possibilité de contrôler ou bien d'apprécier la conformité d'une loi par rapport à la Constitution, c'est parce qu'au 19e siècle, il y a eu un magistrat américain dans une affaire très célèbre pour ceux qui ont appris le droit constitutionnel, affaire Marbury contre Madison, qui a osé, sans pour autant qu'un texte l'ait prévu expressément dans la Constitution américaine, qui a osé dire qu'il a la compétence d'apprécier si une loi fédérale était conforme à la Constitution américaine. Et donc, c'est ce courage-là qui manque aujourd'hui à notre magistrat. Et c'est pourquoi il est établi que depuis 2012, que ce qui fait loi et fait justice dans ce pays-là, c'est la volonté de Macky Sall. Et puisque c'est sa volonté et son intention, nous, ce qui nous importe dans cette affaire-là, c'est pas ce que la justice a dit en 2019 et qui, à notre avis, a été tout sauf une décision qui est conforme au droit. Donc, c'est pas ce qu'ils ont dit à propos de Khalifa Sall ou de Karim Wade en 2019, ou bien ce qu'ils vont dire après. Ce qui nous intéresse dans cette affaire, c'est les intentions du président Macky Sall. Et pour lui dire tout simplement que si son intention, c'est d'empêcher au président Khalifa Sall d'exercer ce droit que lui confère la démocratie, la Constitution, à savoir le droit d'être candidat, nous nous opposerons à ça avec les moyens politiques également que nous offre la Constitution, à savoir la liberté de manifester, la liberté de contester cet état de fait. Et c'est pour dire qu'aujourd'hui, cette affaire Khalifa Sall, Karim Wade, et cette affaire du parrainage que nous avons évoquée tout à l'heure est à remettre globalement dans un leadership politique qui véritablement nous fait retourner à des années-lumière de notre démocratie. Parce que si on fait une rétrospective de ce qui a marqué la vie politique de ce pays, c'est qu'on verra que depuis 1960 jusqu'en 2000, nous avons eu des présidents qui ont travaillé à libérer le jeu politique. Le président Senghor, nous l'avons tous appris qu'à un moment donné, il a accepté de sortir du régime du parti unique pour aller vers les quatre courants. Le président Abdou Diouf n'a pas fait moins, il a ouvert le champ politique. Le président Abdoulaye Wade, quand il est venu, non seulement il a renforcé le processus électoral, mais également sous le magistère du président Abdoulaye Wade, il n'a jamais été question de restreindre la participation des acteurs politiques à des joutes électorales. C'est en 2016, avec le référendum constitutionnel, qu'on a introduit dans notre dispositif constitutionnel une disposition qui, en synchronisant avec les articles du code électoral qui régissent l'établissement des listes électorales, qu'on a participé à l'exclusion d'acteurs politiques majeurs du champ politique. Ça, c'est un problème politique, c'est pas un problème de justice. Et il est heureux aujourd'hui que la majorité des Sénégalais ont compris qu'en réalité, véritablement, celui avec qui nous avons affaire est quelqu'un qui n'est pas démocrate et que dans les actes qu'il pose et dans ce qu'il veut, c'est d'instaurer dans ce pays-là une oligarchie pétro-gazière comme nous le connaissons au Gabon, en Angola et en Égypte. Et ça, nous ne l'accepterons pas et les Sénégalais l'ont prouvé à maintes reprises. Les Sénégalais d'aujourd'hui ne sont pas plus méritants que ceux de 1988, que ceux de Saint-Louis de 1960 après les élections locales de 1960, que ceux de juin 2011. Nous sommes les héritiers de ces luttes démocratiques. Et quand le moment viendra, et quand le Conseil constitutionnel fera valoir la volonté de Macky Sall, c'est-à-dire en empêchant Khalifa Sall de participer à ces élections, nous jugerons de ce legs
de lutte démocratique pour rétablir M. Khalifa Sall dans ses droits. En tout cas, civiques et l'opposition continue à penser que Macky Sall veut faire du Diaye Dolé. La justice n'a jamais dit que Khalifa et Karim Wade avaient perdu leurs droits civiques et politiques. Oui, Binta, mais ça, c'est vraiment de la politique politicienne. Je voudrais rappeler quand même que c'est sous le règne du président Macky Sall que nous avons voté que le Sénégal a adopté la loi sur le contenu local. Pour parler de ressources gazières et pétrolières qu'il a évoqué tout à l'heure, c'est aussi sous le régime du président Macky Sall que le référendum a introduit dans notre charte fondamentale cette notion qui dit que les ressources minérales appartiennent au peuple sénégalais. Donc je pense quand même qu'il faut rétablir la vérité des faits. On est très très loin de cette comparaison avec les pays qu'il a cités. Fondamentalement, je pense qu'il ne faut pas en faire un problème politique. Le cas de Khalifa Sall, moi je peux comprendre que naturellement, Yewwi Askan Wi, ils sont dans la surenchère. Ils ont aujourd'hui un os devant eux et ils ont vraiment un élément de surenchère politique en disant que Khalifa Sall sera candidat par A ou par B. Mais moi, quand j'analyse en tant qu'un responsable politique, respectueux des lois et règlements en vigueur de notre pays, je ne peux pas accepter que l'on puisse dire qu'une personne dont la loi aujourd'hui, en tout cas, ôte ce qu'on appelle le droit de vote et que des gens se lèvent pour dire qu'il sera candidat de gré ou de force. Ce n'est pas cela la démocratie. Je suis d'avis avec lui quand il parle d'histoire politique. Il y a des accords qui ont permis, je rappelle que ce sont des accords de Johannesburg qui ont permis au président Alassane Ouattara de se présenter en Côte d'Ivoire et de devenir président de la République. Et à l'époque, le président Gbagbo avait accepté de signer puisque la loi ivoirienne à l'époque parlait d'ivoirité et le président Ouattara ne pouvait pas se présenter. Et ce sont des accords politiques de Johannesburg qui ont permis au président Alassane Ouattara de se présenter et on connaît la suite de l'histoire. Je suis moi totalement d'avis sur le fait que nous devons toujours continuer à discuter. Parce que le Sénégal, Binta, je le rappelle, est un pays de dialogue. Et pour preuve, nous n'avons jamais connu de perturbations, jamais connu de guerre civile, jamais connu de coup d'État. Pourquoi? Parce que nous sommes un pays de dialogue. Quand dans un pays, les gens ne font pas blabla, on fait boum boum. Et ici, heureusement, on fait blabla, contrairement à ce que peut-être puissent penser nos amis de l'opposition. Et donc, tout cela pour dire quoi? Moi, je pense que fondamentalement, M. Khalifa Sall ou les autres, aussi bien M. Khalifa Sall ou M. Karim Wade ne sont pas au-dessus de la loi, tout comme les gens de Benno Bokk Yakaar ne sont pas au-dessus de la loi. Moi, je suis un militant, je suis en tout cas un responsable politique qui aspire, en tout cas, qui appelle au respect de la charte fondamentale. Donc, il ne faut pas en faire un débat politique. Si M. Khalifa Sall, aujourd'hui, la Constitution lui permet, parce que c'est quand même le code électoral, vous savez, mon cher ami, vous le savez mieux que moi, il y a ce qu'on appelle les conditions qui empêchent à un citoyen d'être éligible. Pour être éligible, il faut être électeur. Le code électoral régit les conditions d'éligibilité. Et pourquoi on peut être candidat? Tout ça, c'est régi par les lois et règlements en vigueur. Donc, quand on aspire aussi à bâtir un pays, on ne peut pas faire fi des lois et règlements du pays. Maintenant, moi, je suis d'avis sur le fait que pour l'intérêt supérieur du Sénégal, on peut toujours pousser la discussion. On peut toujours dialoguer sur ces questions cruciales parce qu'il s'agit de la stabilité du Sénégal. Parce que moi, je milite pour qu'on aille vers des élections apaisées, conformément à l'appel que le président Macky Sall avait lui-même fait dans son adresse du 31 décembre par rapport aux élections locales, qu'il fallait aller dans des élections apaisées, calmes, sereines, et que les meilleurs et que les gens puissent exprimer leur droit constitutionnel de vote, choisir librement et calmement et dans la sérénité les candidats sur qui ils veulent déposer leur confiance, parce que c'est ça aussi la politique, l'accès aux responsabilités, ne procédant que du nombre de suffrages dont on dispose. Et donc moi je pense que... Mais l'amnistie ne vient toujours pas pour Khalifa Sall. Oui, mais écoutez, je pense qu'une loi d'amnistie, c'est quand même de la prérogative de ceux qui ont la majorité à l'Assemblée nationale. Il ne faudrait pas, pour des questions politiques, jouer avec nos institutions. Moi je ne pense pas fondamentalement qu'il faille nécessaire, parce que quand même, c'est quand même l'histoire politique de notre pays qui est en jeu. Moi, je suis pas de ce, moi, je suis totalement conscient sur le fait qu'on ne doit pas voter des lois d'amnistie juste pour voter des lois d'amnistie. Donc, fondamentalement, il faut... Mais Binta, aujourd'hui, une candidature de Khalifa Sall ou de Karim Wade ou de toute autre personne, est-ce que fondamentalement ça va changer le quotidien du paysan sénégalais qui est là-bas dans le Ferlo? Non, je pense qu'il ne faudrait pas déplacer les vrais problèmes de notre pays. Je pense que dans un parti politique, il y a plusieurs profils. Aujourd'hui, moi je suis de ceux qui pensent qu'il faille nécessaire de dialoguer, de pousser le dialogue pour trouver des solutions apaisées. Je suis d'avis sur ça, mais il ne faudrait pas, quand on veut faire ça, se lever pour dire c'est de gré ou de force. Parce que cela, on ne peut pas l'accepter dans le cadre d'un état de droit. Et c'est comme tout, des gens qui peuvent
qui pensent être dépourvus, en tout cas, qui peuvent se lever pour dire qu'ils n'iront pas répondre à la justice. Ce sont des pratiques et des comportements qu'on ne doit pas encourager, parce qu'aujourd'hui, certainement, l'essence d'une opposition, c'est de s'opposer, mais c'est aussi une alternative. Demain, si l'opposition arrive au pouvoir, il ne faudrait pas qu'on leur reproche, et en tout cas, ce qu'il faisait quand il était à l'opposition. Et c'est pourquoi je pense que nous devons toujours être sur des positions républicaines, au-delà des contraintes, au-delà des difficultés, et toujours pousser le dialogue. Parce qu'à travers le dialogue, moi je pense qu'à travers le dialogue, on peut soulever des montagnes de contradictions politiques. Et il s'y ajoute que les responsables religieux dans ce pays ont toujours aidé. C'est quand même dans l'enceinte de la mosquée ici à Dakar, la mosquée de Dakar, que le président Wade et le président Macky Sall ont été réconciliés. Tout cela pour dire que des contradictions, de montagnes de contradictions politiques ont été réglées par le dialogue dans ce pays. On avait même entendu le président dire qu'il n'écartait pas d'amnistier Karim Wade et Khalifa Babacar Sall à demain. Oui, mais Binta, j'aimerais préciser à l'endroit de M. Ba que nous avons dialogué. Que nous avons dialogué dans le dialogue politique et nous avons abordé les cas de Karim Wade et de Khalifa Sall. Et c'est dans ce dialogue politique-là que des experts auditeurs ont établi que pour ce qui concerne le cas de Karim Wade, qu'il n'a pas été transmis à l'administration le bulletin du casier judiciaire de M. Karim Wade qui devait servir de base pour le radier sur les listes électorales. Vous allez dans le rapport d'audit, il est clairement dit là-bas qu'il faut formaliser la communication qui doit exister entre le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice. Parce qu'on a vu que dans le cadre de Karim Wade, cette communication n'a pas existé. Et on se pose valablement la question à savoir sur quoi l'administration s'est basée pour radier Karim Wade. C'est pour dire qu'en réalité, que ça soit Karim Wade ou Khalifa Sall, tous les deux n'ont pas perdu leurs droits civiques. Et ça me permet de revenir sur le cas de Khalifa Sall. Et ce que je vais dire pour Khalifa Sall est aussi valable pour Karim Wade. Il est établi dans le code électoral que lorsqu'un juge décide de priver à un citoyen ses droits civiques et politiques, il doit le prononcer à travers ce qu'on appelle une peine complémentaire. Il est établi que pour le cas de Khalifa Sall, dans la décision le condamnant, il n'a pas été question de lui déchoir de ses droits civiques et politiques. Ensuite, M. Ba a dit tout à l'heure que Khalifa ne remplit plus les conditions. Moi, je défie M. Ba qu'il nous sorte un texte qui interdit à Khalifa Sall ou bien qui prive à Khalifa Sall ses droits. Aujourd'hui, Khalifa Sall qui est l'objet de ce point-là, mais il jouit de son droit d'être élu et d'être électeur. Et de ce point de vue-là, sur quoi peut-on se fonder pour dire que ce monsieur-là ne peut plus prétendre à une fonction publique dans ce pays-là? Donc c'est aussi bien en analysant la question d'un point de vue strictement juridique et en l'appréciant d'un point de vue strictement politique que nous avons adopté la position que nous avons adoptée. Nous tous, nous savons qu'aujourd'hui, la stabilité, la paix dans ce pays-là n'incombe pas seulement au pouvoir public, elle incombe également à l'opposition. C'est pourquoi, lorsque les guides religieux nous ont appelés à adopter un comportement beaucoup plus posé, nous les avons répondu. Le problème que nous avons actuellement, Binta, au Sénégal, c'est pas un problème de dialogue ou bien de consensus. Le problème que nous avons, c'est que nous avons un leadership politique qui ne croit pas au consensus, qui croit à l'affrontement. Et comme je l'ai dit, il a affaire avec un peuple qui a prouvé que sur ce terrain également, il est en mesure de faire face à n'importe quel puissant chef politique, quels que soient les ressorts de sa puissance, qu'elle soit l'armée, la police ou ses fonds politiques. Oui. Juste pour dire que il faut remettre tout cela dans un contexte. Et il faut tout l'imputer à un leader politique. Moi, je crois que nous sommes arrivés à un tournant avec le président Macky Sall. Et le choix qu'il faut faire aujourd'hui avec lui, c'est le choix qui consiste à vivre soit en dictature, en oligarchie, c'est-à-dire un pays qui est gouverné par un groupe politique monolithique qu'on peut appeler Benno Bokk Yakaar, et de l'autre côté, poursuivre la trajectoire démocratique de multipartisme que nous avons connu dans ce pays au début des années 80. Et je pense que les événements du mois de mars 2021 ont montré que le camp du peuple, c'est le camp de la démocratie. C'est pas le camp
du pouvoir, qui est un cas qui s'apparente à ce que nous avons connu au Burkina, ce que nous avons connu également en Libye à un moment donné de l'histoire de ce pays-là. Et il faut le dire, ça, le peuple sénégalais ne l'acceptera pas. On n'acceptera pas une instrumentalisation de la justice pour essayer. Mais justement, il y a une autre affaire politico-judiciaire qui secoue le landerneau politique, c'est l'affaire Adji Sarr, Ousmane Sonko. On a dit que la justice a ouvert le dossier. Est-ce que vous pensez que cette affaire va connaître son épilogue et que la vérité va triompher? Avant de répondre à cette question, Binta, je voudrais quand même rappeler à mon frère que le Sénégal est un pays avec une signature extrêmement stable, et nous sommes un pays extrêmement stable, mon cher ami. Nous sommes très 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 loin, en tout cas, d'un pays à problème, et vraiment, Dieu merci, nous avons une vitalité démocratique qui est saluée partout dans le monde. Et d'ailleurs, en 1980... Nous ne sommes pas dans une oligarchie. Non, loin d'une oligarchie. En 1980, nous n'avions pas 300 partis politiques. Je rappelle, c'est quand même le ministère de l'Intérieur qui délivre les récépissés des partis politiques. Et je pense que si nous en sommes à 300, c'est parce que la vitalité de la démocratie sénégalaise, elle est là, et elle est de rigueur, et elle est de notoriété publique. Maintenant, pour revenir sur l'affaire Adji Sarr Sonko, moi, comme je dis, par principe, je ne me prononce pas sur les dossiers qui sont en cours au niveau de la justice. Ce que je peux aisément dire, c'est que moi, pour moi, c'est une affaire entre deux citoyens sénégalais qui ont affaire, en tout cas, entre un plaignant et un défendant, devant les cours et tribunaux de notre pays. Moi, je milite pour la manifestation de la vérité. Absolument. La manifestation de la vérité, parce que c'est au juge sénégalais de dire le droit. Moi, je n'ai pas le droit de dire le droit. Le juge sénégalais dit le droit au nom du peuple sénégalais. Donc, je pense très souvent, dans ce pays, quand on a affaire avec la justice, quand la décision nous arrange, on applaudit. Quand ça ne nous arrange pas, on dit que la justice est manipulée. Moi, je voudrais quand même saluer le travail exceptionnel de ces magistrats, de cette justice qui, malgré les énormes défis et en tout cas tous les problèmes qu'on connaît sur la surcharge de travail, disent le droit et disent le droit au nom du peuple sénégalais. Ce n'est pas pour autant que je dis que tout est rose. Forcément, dans tous les pays du monde, il y a des problèmes. Moi-même, par moment, j'ai été victime de ce que je peux appeler de l'abus de pouvoir. Ça existe dans tous les systèmes du monde. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut jeter le discrédit sur notre justice. Je pense que nous avons un excellent système judiciaire avec et maintenant, ces deux Sénégalais qui sont devant les cours et tribunaux. Je pense qu'il faut laisser la justice dire le droit et qu'on ait une manifestation de la vérité. Parce que c'est cela aussi. Nul n'est censé être au-dessus de la loi. Moi, ce que j'ai appris en première année de droit, c'est que on dit que la charge de la preuve incombe au demandeur. Donc, et le défenseur se met en position de demandeur à chaque fois qu'il invoque une allégation contraire. Et maintenant, il appartient aux praticiens et du droit de pouvoir défendre leurs clients devant le juge qui est chargé de dire le droit en tout état de cause. Ce que je dis, c'est qu'il ne faudrait pas qu'une affaire privée vienne infester le débat public, parce que quand même, le débat public, aujourd'hui, les préoccupations des Sénégalais, je le rappelle encore une fois, dans les contrées et les villages du Sénégal, la question de la problématique des paysans, la question de l'insécurité alimentaire que nous sommes en train de vivre. Nous allons l'aborder dans un instant. Tout cela est beaucoup plus important qu'un procès, en tout cas, entre deux Sénégalais. Mais les Sénégalais ont quand même envie d'avoir la vérité sur cette affaire. Tout comme d'autres justiciables qui ont des dossiers dans les cours des tribunaux. Et je ne pense pas que ce soit plus important que les autres. Oui, mais Binta, les Sénégalais connaissent déjà la vérité dans cette affaire. Ils l'ont manifesté au mois de mars 2021. Ils ont clairement dit dans les rues qu'en réalité, qu'ils ne sont pas d'accord avec le réquisitoire qui a été fait par le parquet. Et ils ont été confortés dans cela par les PV d'enquête qui sont sortis dans les médias, mais également parce que ce qui a été révélé dans ce dossier-là, qui est un dossier purement politique. Et tout à l'heure, j'ai entendu Mousseba dire qu'en droit, la charge incombe aux demandeurs. Je me plais de rappeler à Mousseba qu'il appartient à une majorité politique qui, dans le cadre de la CREI, a violé cette règle de droit. Pour rappel, dans le cadre de la CREI, la charge n'incombait plus aux demandeurs, mais aux défenseurs. Donc, pour dire tout simplement... C'est une juridiction spéciale. Pour dire tout simplement qu'en réalité... Et c'est quelque chose que j'ai noté dans ces développements, truffé de contradictions. Tantôt, il nous dit qu'il faut rationaliser le champ politique, tantôt, il nous dit que nous sommes une démocratie parce que nous avons 300 partis. Pour revenir sur le sujet, Binta, en réalité, moi, je crois qu'il n'y a pas un dossier Ousmane Sonko et la dame dont vous citez le nom. Il y a aujourd'hui un dossier entre Ousmane Sonko et Benno Bokk Yakaar. C'est un dossier
politique, c'est pas un dossier de mœurs. Ce qui est évident dans cette affaire, c'est pas une affaire privée. C'est l'opposition de deux camps. C'est l'opposition entre la vertu et le mal. C'est le choix que nous devons faire aujourd'hui, c'est le choix entre la dictature et la démocratie. Et ça, les Sénégalais l'ont compris. Et dans cette entreprise de diabolisation, de complot, la dame dont vous citez le nom et la justice ne sont que des catalyseurs sur lesquels s'appuie le gouvernement pour précipiter un opposant qui incarne, depuis l'indépendance à nos jours, une des meilleures perspectives politiques, perspectives de souveraineté, d'autonomie, de démocratie et de développement inclusif. Mais on a quand même entendu Adjuma Sow, on a quand même entendu Ousmane Sonko réclamer la tenue du procès. Mais évidemment, nous n'avons jamais dit qu'il ne faut pas avoir un procès. Mais le procès que nous demandons, c'est le procès sur les faits. C'est-à-dire qu'on dise clairement que cette affaire-là, c'est une affaire de complot. Nous n'accepterons pas un renvoi du président Ousmane Sonko devant un juge de jugement. Parce que comme je l'ai dit, les PV d'enquête ont montré que ce dossier était vide. Les noms des personnes qui ont été citées dans cette affaire et qui appartiennent à Benno Bokk Yakaar par le truchement de la parenté montre que nous sommes en phase de dossier politique. Et c'est pourquoi nous disons... Donc vous ne voulez pas qu'Ousmane Sonko soit jugé? Non, évidemment. Mais on parle de juge d'instruction. Oui. Et ça me permet de dire que tout porte à croire que le président Macky Sall ne veut pas d'un procès libre et transparent. Parce que nous ne pensons pas qu'un juge qui a reposté dans sa page Facebook un texte à charge contre une des parties soit dans une position d'équité pour faire éclore la vérité dans cette affaire-là. Et évidemment, le moment venu, quand nous aurons l'opportunité, nous en tirerons les conséquences de droit et les conséquences politiques. Mais on parle de juge d'instruction, Binta. Donc, ce qui va se passer dans le bureau du juge d'instruction, c'est un procès. Et évidemment, nous sommes fondés pour dire que ce que nous attendons de ce procès n'est rien d'autre qu'un ordonnancement de non-lieu. Et ça, c'est pas nous qui l'avons demandé, c'est pas nous qui le disons. C'est le peuple qui l'a dit. Ousmane Sonko, quand il parle de la justice aujourd'hui, il fait écho à une dynamique qui s'est manifestée au mois de mars et qui est une dynamique de défiance par rapport à un pan de la justice. Nous avons entendu l'UMS faire une sortie après la conférence de presse du président Ousmane Sonko. Nous invitons à l'UMS de balayer devant sa porte avant de donner à cœur joie contre un justiciable qui est dans ses droits, dans son droit de défendre son honorabilité. Alors? Oui, non, je reviens encore une fois. C'est encore vous qui êtes derrière cette affaire? Non, moi je ne suis derrière aucune affaire. Je suis un citoyen sénégalais, comme je dis encore une fois. Oui, il ne faudrait pas, Binta, à chaque fois convoquer le président Macky Sall dans cette affaire qui est purement privée entre deux Sénégalais. Et j'insiste encore. Quand je disais tout à l'heure, actori incubit probatio, la charge de la preuve incombe demandeur, c'est le droit. Res in excipiendo fit actor, ça n'a rien à voir avec les juridictions spéciales comme la CREI. Maintenant, moi, vous savez, le peuple, quand on dit le peuple veut, c'est vraiment trop simpliste. Aujourd'hui, la majorité du peuple sénégalais porte son espoir et son espérance sur le président Macky Sall, qui est le président de tous les Sénégalais. Et donc, lui, peut-être, il peut parler au nom du peuple. Donc, il ne faudrait pas, parce qu'il y a eu des événements très regrettables, d'ailleurs, de mars dernier, parce que pendant ces événements de mars dernier, il y a eu des vies humaines qui sont tombées, et je pense fondamentalement que la politique ne vaut pas quand même que des innocents soient tués et que après c'est toujours des acteurs politiques qui tirent leur épingle du jeu et qu'il y a des innocents dont les familles en tout cas sont dans le désarroi. Moi je suis de ceux qui pensent qu'aujourd'hui la politique ne vaut pas qu'on en arrive à ça, parce que dans le Sénégal nous sommes tous des parents et que comme je dis, moi je souhaite que cette affaire-là, comme toutes les autres affaires qui sont pendantes en justice, parce que on sait que les délais de jugement sont extrêmement longs dû au manque de moyens de la justice, la difficulté, la pénibilité du travail de ces magistrats qui sont submergés de dossiers. Et comme je dis, moi je parle de choses que je ne maîtrise pas. J'ai été moi-même, comme je dis, en tout cas dans mon entourage proche, victime de cette lourdeur et de la lenteur de la justice, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut jeter l'opprobre sur la justice sénégalaise. Et encore une fois, il ne faudrait pas prendre vraiment juste pour un problème personnel et jeter l'opprobre sur la justice sénégalaise. En tant qu'acteur politique, je pense que le président Ousmane Sonko lui-même l'a dit dans sa déclaration, il respecte la justice, il a des amis dans la magistrature et il sait quand même que la justice est quand même un facteur stabilisateur de notre pays et on ne peut pas jeter l'opprobre sur notre justice sénégalaise. Maintenant, je reviens pour dire qu'il faut que le procès se fasse, parce que dans la recherche de la manifestation de la vérité, toutes les parties
veulent quand même qu'il y ait une manifestation de la vérité. Et que quand la vérité sera manifestée, que ceux qui ont fauté soient en tout cas condamnés à hauteur de leur faute, parce que c'est ça aussi. Donc les Sénégalais sont libres et égaux devant la loi. Et cela, c'est un combat de principe que nous menons. Moi, je ne suis dans un ou dans un autre camp, parce que je suis vraiment très loin de ça. Je dis que c'est un problème entre deux Sénégalais et il ne faudrait pas en faire un débat public, parce que ça ne doit pas être un débat public. Le débat public est beaucoup plus dense que cela. Les problèmes des Sénégalais et le monde d'aujourd'hui est extrêmement compliqué. Absolument. Il ne faudrait pas quand même que ces histoires privées puissent venir infester quand même le débat. Argument par rapport à toujours ce dossier. On a entendu quand même la déclaration d'Ousmane Sonko par rapport à son placement sous contrôle judiciaire, et beaucoup pensent que Ousmane n'a aucun respect pour Ousmane Sonko, pour cette justice. Mais vous avez entendu Moucheba dire que Ousmane Sonko quand même a dit qu'il a des amis dans la justice. Nous aspirons à diriger l'État et nous voulons trouver un État sénégalais intact de tous ses attributs, y compris de ses attributs de rendre justice et de distribution du service public. Donc nous n'avons aucun intérêt et nous n'allons jamais poser des actes qui vont dans le sens de l'effritement de ce pouvoir judiciaire. Ce que nous avons dit, c'est qu'il est établi, et ça c'est pas moi qui le dis, qu'il y a des magistrats qui sont dans cette justice-là et qui l'instrumentalisent au profit de leur carrière professionnelle en étant en collision avec la majorité politique Benno Bokk Yakaar. Ces magistrats-là, nous sommes tout à fait fondés pour dire que ces magistrats, nous refusons qu'ils connaissent des dossiers dans lesquels nous sommes cités ou nos responsables politiques sont cités. Ça, c'est très simple. J'ai parlé d'un juge qui a reposté sur sa page Facebook un texte à charge contre le président. Il s'agit de quel juge? C'est l'actuel juge d'instruction. Nous avons tous vu sa publication qu'il a supprimée après que c'était une publication qui était en charge. Donc évidemment, le gouvernement ne devait même pas attendre à ce que nous récusions ce juge-là. C'est lui qui devait prendre ses responsabilités pour ne pas le mettre à position. Et qu'est-ce que vous faites de l'indépendance de la justice alors, dans ce cas-là? Mais il n'y a pas... Merci beaucoup à nos invités. Boubacar Ba, président du parti politique Alternative Citoyenne, membre de la coalition Oser l'avenir. Merci également à Diouma Sow. Il est chargé des élections du PASTEF, président de la sous-commission en charge du suivi des opérations électorales de Yewwi Askan Wi. 8 jours aujourd'hui que notre confrère et ami El Hadj Ndaté Diop nous avait quittés, laissant derrière lui une douleur immense. Repose en paix, cher confrère et ami El Hadj Ndaté Diop.